Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil. Merci pour avoir accepté qu'il y ait une co-organisation avec la FMES, Monsieur le Commissaire général. Et évidemment, merci à nos intervenants, à nos brillants intervenants. J'ai eu le plaisir de rejoindre vos travaux à l'issue du conseil municipal de Toulon et vraiment, vos travaux sont captivants. Ils le sont parce qu'en même temps, ils sont novateurs. Et si vous le permettez, après aussi avoir salué Monsieur le Vice-président, et vous toutes et tous en vos grades et qualités, peut-être un rappel. En mars 1968, et il a été rappelé tout à l'heure qu'en 1968, il y avait eu plusieurs drames chez les sous-mariniers, l'USS Scorpion, la Minerve, et le K-129. Sous-marin soviétique de type Golf 2, et les spécialistes savent tout de suite que c'était un Foxtrot amélioré. Ce sous-marin coulait à environ 600 nautiques au large d'Hawaï, à son bord 3 missiles nucléaires. L'URSS ne parvint pas à le localiser, les États-Unis, oui, grâce au réseau d'hydrophones SOSUS. On a parlé des hydrophones tout à l'heure. Dans le plus grand secret, la CIA, avec le concours du milliardaire Howard Hughes, lança avec le projet Azorian la construction d'un navire immense de 63 000 tonnes, conçu pour renflouer l'épave d'environ 1750 tonnes située à 5500 mètres de fond. Ce bateau s'appelait le Glomar Explorer. Il a été doté d'une pince de relevage énorme de la taille d'un terrain de football afin de remonter l'épave du K-129. 6 ans après la construction de ce navire, dans le plus grand secret, sous couvert d'exploitation de nodules polymétalliques, comme quoi les choses n'ont pas beaucoup changé, après que le milliardaire ait investi 500 millions de dollars de l'époque, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars d'aujourd'hui. L'opération s'est concrétisée. Elle se solde officiellement par un demi-succès puisque la seule partie avant du sous-marin a pu être renflouée. Alors que devons-nous retenir de cette affaire ? D'abord que la maîtrise des fonds marins est un enjeu ancien mais crucial. Que la dualité des technologies d'exploration sous-marine n'est pas nouvelle. Que face à la généralisation des technologies permettant l'accès aux fonds marins, se posent de nombreuses questions. Cette matinée a permis de répondre à un certain nombre de questions et d'apporter également des propositions. Vous avez évoqué les questions de sécurité, les questions de suivi des navires. J'ai entendu et noté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été proposé, notamment sur le plan assurantiel et la façon dont on pouvait contourner un certain nombre de choses pour atteindre un objectif. Et c'est tout à fait intéressant. En tout cas, c'est noté. Dans 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne rappelle très justement que l'on peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois de la nature. Pour les lois humaines, la Convention de Montego Bay, elle n'avait pas prévu l'essor des sous-marins privés. De très nombreux travaux, de très rares, travaux parlementaires traitent du sujet. Le travail de l'exécutif et de nos préfets maritimes, ça a été rappelé également, avec l'ordonnance du 8 décembre 2016, qui rend l'arrêté du préfet maritime de la Méditerranée signé le 25 juillet 2017 et qui a été modifié en 2021, premier arrêté français organisant la plongée de sous-marins privés dans les eaux territoriales. Mais hors des régimes assurantiels, fondés par Portalis, encore un Toulonnais, un Varois, dont, dans le premier code civil, force est de constater que le droit apparaît souvent en retard. La France l'a-t-elle été ? Je ne le pense pas. Le Var, une fois de plus, s'est retrouvé à la pointe de l'innovation maritime et de sa régulation. Ainsi convient-il de chercher un équilibre en la matière, ce dernier pouvant s'inscrire à l'instar de France 2030 dans une innovation supervisée mais non contrainte.
Aujourd'hui, moyennant 500 000 €, un particulier peut se procurer un sous-marin. Immense perspective de développement dans le cadre juridique, dont le cadre juridique est assurément perfectible, tant du côté des règles de navigation que des normes de construction. Cependant, attention de ne pas tuer dans l'œuf une industrie stratégique naissante. Il est important à cet égard de rappeler le principe de sécurité juridique reconnu en 2006 par le Conseil d'État dans l'arrêt KPMG, qui traite de l'obligation de sécurité juridique. Et donc ce matin ont été abordées de façon extrêmement brillante la problématique des sous-marins privés, la question des sous-marins et de la plaisance, le regard du préfet maritime de la Méditerranée, le retexte du Titan, la sûreté des personnes et l'encadrement nécessaire dans ces nouvelles pratiques, la mise en œuvre des règles de sécurité à bord des sous-marins militaires et la gestion des engins et sous-marins dans la colonne d'eau. Aussi, nous posons ce matin à Toulon, à l'Université de Toulon, Monsieur le Président, à l'occasion de ce colloque, une nouvelle réflexion sur la navigation sous-marine privée et l'industrie qui la sous-tend. Jules Verne nous parlait également des lois de la nature. Ces lois sont celles qui, malheureusement, ont rattrapé le Titan. Ce sont des lois de la physique d'un milieu hostile, ce milieu que l'on connaît moins bien que la surface de la Lune, selon la formule de James Gardner. Le commissaire général Thierry Duchesne, vous écriviez, monsieur le commissaire général, en 2017, dans un article, et je vous cite, « L'avenir de l'homme n'est-il pas en réalité plus en mer que sur Mars ?» Au vu des éléments précités, je ne peux qu'acquiescer. Loi de la nature, encore, mais celle de la jungle, de la compétition, oui. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est éminemment stratégique pour la nation. La puissance maritime française, deuxième zone économique exclusive mondiale, doit jouer son rôle dans cette course technologique. Oui, nos compétiteurs stratégiques sont à l'œuvre. Notre objectif, garder de l'avance, car les technologies qui nous intéressent aujourd'hui sont, comme pour le spatial, de nature duale. Il a été rappelé d'ailleurs en début de colloque, que vous m'avez chargé de faire les conclusions, il a été rappelé en début de colloque par le commissaire général de la Burgade, tout retard serait irrécupérable. Notre BITD régional, national, se nourrit des avancées civiles, travaille pour mener les solutions qui nous permettent d'être meneurs. Dans la loi de programmation militaire, 100 millions d'euros sont dédiés à la maîtrise des fonds marins. 100 millions d'euros. La nomination dans l'état-major de la marine, mais aussi à Toulon, dans la base navale, aux côtés d'Alphand, de 2 amiraux spécifiquement dédiés à la maîtrise des fonds marins, est un marqueur très fort de cette volonté. Autre enjeu avec celui de la réindustrialisation, avec France 2030, que j'ai déjà évoqué, avec le grand projet de Naval Group sur le site des Bormettes, Horizon 2027, un nouveau centre d'excellence pour notre territoire et notre pays, avec la création d'une base industrielle technologique maritime, BITM. Nous pourrons y revenir, mais en tout cas, c'est une proposition que j'ai mise dans mon rapport pour la Première ministre. À ces questions industrielles classiques, permettez-moi d'ajouter une notion cruciale à mes yeux, celle de la flotte stratégique. Comme les navires de surface, les sous-marins privés sont des engins immatriculés rattachés au pavillon. Si la mission gouvernementale que m'a confiée la Première ministre s'est concentrée sur les navires de surface, la notion de flotte stratégique s'applique assurément aux sous-marins privés. Dès lors, la question de leur place dans le dispositif de flotte stratégique et dans le régime des réquisitions est cruciale. Elle mérite donc d'être étudiée. Une phrase de l'étude d'impact de la LPM 2430 saute rétrospectivement aux yeux. Je cite. « Il peut s'avérer nécessaire d'exiger en urgence le concours de moyens maritimes et sous-marins privés pour assurer la récupération d'un aéronef militaire abîmé en mer. »
on en revient d'une certaine manière au K129. Dans son rapport d'étude de la première session maritime méditerranéenne, la FMES formulait une recommandation visant à mettre en place une veille technologique des sous-marins et engins sous-marins de plaisance au profit du secrétaire général de la mer et des préfets maritimes. Toujours en avance, la FMES. Dans mon propre rapport sur la réévaluation du dispositif de flotte stratégique, je proposais de recueillir pour l'État, auprès des armateurs français ou des sociétés sous contrôle capitalistique français, la liste de la flotte contrôlée, quel qu'en soit le pavillon. Associer ces deux approches, établir la liste des engins sous-marins privés sous pavillon français et de leur capacité, habitabilité, autonomie, charge, profondeur, système de bord, serait une initiative particulièrement utile. Mesdames, Messieurs, le développement des sous-marins privés manifeste une tension principale entre innovation et régulation. De cet équilibre découle notre capacité à développer une industrie navale, civile, militaire, capable de répondre à nos besoins, de confirmer notre rang, y compris en matière de renseignement. La masse d'engins produits en France ou utilisés dans les eaux françaises sous pavillon français peut alors s'avérer stratégique en temps voulu. Et puisque nous sommes à Toulon, je ne peux m'empêcher de citer le co-inventeur du sous-marin Gymnote, construit ici avec Gustave Zédé, Stanislas Charles-Henri Laurent du Puy-de-Dôme. C'était en 1888. Il fut ingénieur, commandant, fut ingénieur, député, et quelque chose d'assez extraordinaire, sénateur inamovible. Voici ce qu'il écrivait au sujet de l'innovation. Quand on a en tête des innovations aussi considérables, il faut attendre l'occasion favorable de les faire réussir, autrement on se brise, sans profit pour personne, contre l'étonnement des gens que rien n'a préparé à vous entendre. Et bien, ce colloque fut une brique supplémentaire permettant justement d'être prêt à vous entendre. Je vous remercie.